Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée à l'Espagne et qui nous permet de recevoir Benoît Pellistrandi. Benoît Pellistrandi, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Avant de vous interroger et avant que vous nous éclairiez sur l'Espagne, je rappelle à nos auditeurs que cette émission, comme toutes les émissions thématiques, est soutenue par la compagnie d'assurance MMA qui nous soutient et financièrement et moralement puisqu'elle fait connaître nos thématiques et nos émissions en général à ses agents et en même temps à ses clients. Elle le fait d'ailleurs comme ce soutien vient s'ajouter à celui que nous apportent des auditeurs que nous tenons à remercier en début de chaque émission. Personnellement, je remercie Valérie Badarou, Michel Godard, Olivier Nagabo, Jean-François Huss et Françoise Laruelle. Richard Verly. Eh bien, pour le Nouvel Esprit Public, merci à Régine Mellet, Timothy Faudot, Thierry Geffroy, Julien Miéral et Laurence Poidatz. Béatrice Gibelin. Il me revient de remercier Bernard Soquil, Daniel Postal, Charles-Henri Colonna, Damien Agu et Martine Leray. Benoît Pellistrandi. Merci à Cédric Montesinos, Antoine Lepold, Pascal Tremblin, Pascal Vinet et Alexandre Motte. Et enfin Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je remercie Pierrick Leroux, Fanny Lépine, Thomas Morvan et également deux personnes dont j'espère ne pas trop écorcher le nom, Grégory Vilques-Pardo et Théodore Endengren. Merci à elle et merci à eux. Et nous voilà maintenant prêts à nous intéresser à l'Espagne. Benoît Pellistrandi, je l'ai dit, vous êtes historien de l'Espagne, vous êtes professeur agrégé, vous êtes auteur du récent ouvrage Le labyrinthe catalan, paru aux éditions d'Esclés de Brouwer en 2019. Et avec vous, donc, nous allons essayer de comprendre la situation fluctuante de l'Espagne. Le 26 mai, un mois après la victoire de Pedro Sanchez aux élections législatives, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, a remporté les élections européennes avec 33% des suffrages, infligeant une défaite à son principal adversaire, le Parti conservateur, le Parti populaire, le PP, qui n'a obtenu que 20,1% des voix. Ces élections ont pris en Espagne un air de deuxième tour pour le leader socialiste. Il sort renforcé par le bon score de son parti, tant sur le plan européen que sur le plan national, puisque le pays tenait aussi en parallèle des élections municipales et régionales. Malgré ces bons résultats, les socialistes pâtissent des divisions chez leurs alliés de Podemos. La mairie de Madrid est passée aux mains d'une alliance de droite entre Parti populaire, Ciudadanos et Vox, ainsi qu'à Barcelone, où les indépendantistes de gauche arrivent en tête et où Manuel Valls a été sèchement battu. Podemos, le parti de Pablo Iglesias, qui avait conquis en 2015 les plus grandes villes espagnoles avec les autres mouvements de gauche radicale, a perdu ses municipalités et essuyé dans les urnes une défaite humiliante. Le gouvernement entend profiter du bon score du PSOE pour réclamer un rôle de premier plan dans l'Union européenne. Ombre notable à ce tableau, le bon score recueilli en Catalogne par les listes indépendantistes annonce l'exportation du conflit catalan vers les institutions européennes et devrait provoquer de nouveaux casse-têtes juridiques pour Madrid. Cette querelle autour de l'indépendance de la Catalogne se poursuit un an et demi après le référendum et la déclaration manquée d'indépendance. Ce débat structure le débat politique en Espagne, avec notamment l'émergence au niveau national d'un parti d'extrême droite, Vox, qui a fait de la lutte contre l'indépendantisme catalan l'axe majeur de son discours. La campagne des élections législatives anticipées a été marquée par le procès de 12 dirigeants catalans, un procès historique. Et après les élections du 28 avril, les partis indépendantistes catalans ont obtenu 22 sièges au Parlement. Benoît Pellistrandi, peut-on dire que la question catalane divise profondément la société espagnole et peut-on dire qu'elle fragilise l'unité du pays? Ce sera, si vous le voulez bien, ma première question. Vous avez raison d'insister sur ce thème majeur, car il faut quand même qu'on se rende compte à quel stress institutionnel
ont été soumis ou a été soumis le système politique espagnol, et derrière le système politique espagnol, le système social et civique du pays, depuis effectivement que la crise catalane est devenue la revendication d'indépendance et que les responsables gouvernementaux en Catalogne ont décidé délibérément de violer la Constitution et de s'arroger des pouvoirs qu'ils n'avaient pas pour organiser un référendum d'autodétermination, le tenir dans des conditions tout à fait incertaines, prétendre l'avoir gagné et à partir de là proclamer l'indépendance de la Catalogne, même si elle a été suspendue d'abord le 10 octobre, puis l'a reproclamée le 27 octobre 2017, ce qui a conduit le gouvernement à activer l'article 155 de la Constitution avec l'appui du Sénat, et d'ailleurs ça a été un vote ultra-majoritaire, puisque socialistes et populaires se sont retrouvés dans ce vote, et donc, pour la première fois dans l'histoire de la démocratie espagnole, à suspendre les autorités légitimement élues et démocratiquement élues d'une communauté autonome parce qu'elles n'avaient pas respecté le cadre constitutionnel. C'était le 27 octobre 2017. Le gouvernement de Mariano Rajoy a alors convoqué immédiatement des élections régionales en Catalogne pour que cette situation exceptionnelle ne dure pas. Le résultat des élections, le 21 décembre 2017, a été la confirmation d'une majorité indépendantiste en siège, pas en voix, mais en siège, ce qui donne au Parlement catalan une place décisive dans le processus indépendantiste. Donc, ça a été une crise absolument majeure qui a obligé les partis politiques, mais derrière les partis politiques, les institutions, à se positionner. Et il est vrai qu'on a eu le sentiment que l'unité du pays était en danger. La gravité de la situation a même forcé le roi Philippe VI à intervenir à la télévision le 3 octobre 2017. Or, le roi d'Espagne, il est comme la reine d'Angleterre. Normalement, il n'intervient que pour présenter ses vœux à la veille de Noël, le 24 décembre au soir. Le père de Philippe VI, Juan Carlos, n'est intervenu à la télévision qu'à 4 reprises. Une première fois le 23 février, dans la nuit du 23 au 24 février 1981, lors de la tentative de coup d'État militaire du colonel Tejero. Ensuite, il l'a fait en 2004, juste après les attentats du 11 mars, 192 morts à Madrid. C'était effectivement une situation tout à fait exceptionnelle qui justifiait cette prise de parole. En mars 2014, quand l'ancien président du gouvernement espagnol, Adolfo Suárez, l'architecte de la transition politique, est mort, et enfin le 2 juin 2014 pour annoncer son abdication. Donc en 40 ans de règne, 4 interventions à la télévision, c'est dire si effectivement, quand le roi intervient au milieu d'une crise politique, c'est extrêmement rare, et le 3 octobre, le roi a été obligé d'intervenir et de dénoncer ce qu'il a appelé la déloyauté institutionnelle des autorités catalanes. Alors, je rappelle ces événements, vous me direz, je suis remonté un peu en arrière, mais parce que c'est véritablement un tremblement de terre politique, un tremblement de terre émotionnel, qui a effectivement brisé quelque chose en Espagne et largement brisé quelque chose du consensus démocratique. Donc, aujourd'hui, la crise catalane demeure effectivement ce grand accident, et on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti pour plusieurs raisons. D'abord parce que la situation de blocage politique demeure. Vous avez en Catalogne un gouvernement ouvertement indépendantiste et qui peut se prévaloir d'une majorité parlementaire dans ce Parlement régional. Vous avez ensuite un procès qui est intenté contre 12 responsables politiques et gouvernementaux qui étaient en fonction au moment des événements d'octobre 2017, et qui sont donc poursuivis pour abus de pouvoir, rébellion, sédition, détournement de fonds publics. Le procès est en train de s'achever et on aura une sentence sans doute à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, et qui marquera un nouveau tournant dans cette crise catalane. Et puis, nous avons effectivement un panorama politique qui a changé. En 2018, une motion de censure a permis à Pedro Sánchez de devenir président du gouvernement, contre un peu toute attente. Les élections générales anticipées du 28 avril 2019 ont permis à Pedro Sánchez de confirmer sa position de leadership sur le système politique espagnol. Et donc, on est effectivement dans un nouveau panorama. Ce qu'il faut comprendre, cependant, c'est que la question de l'indépendance de la Catalogne ne se pose plus
dans les mêmes termes d'urgence qu'il se posait en octobre 2017. À moyen terme, la question de l'indépendance est écartée, l'état de droit a montré sa force et la sécession de la Catalogne n'est matériellement pas possible à l'heure d'aujourd'hui. En revanche, il faut reconstruire le tissu social en Catalogne. Et nous avons une société catalane complètement fracturée. Et c'est ça le vrai problème politique qu'il faut aujourd'hui affronter. Béatrice Gibelin. La lecture qu'on fait en France, à la fois de cette situation catalane, où je trouve on a très souvent une sympathie pour les indépendantistes catalans, de mon point de vue non rationnel. C'est un peu David contre Goliath, qui nie qu'on soit en Espagne dans une situation démocratique avec ses institutions. On a droit quand même à récemment dans Libération, il y avait eu une tribune, un certain nombre de philosophes, Badiou, Rancière, voilà, qui d'une certaine façon, attaquer ce gouvernement espagnol comme ne respectant pas au fond la volonté du peuple, et défendant, parce qu'il s'agissait des Basques, quelqu'un qui était considéré comme pouvant qualifier de terroriste, avec quelques assassinats sur les mains. Et je suis très surprise de cette sympathie qu'on a dans une grande partie de la presse française, chez les intellectuels, qui voient la Catalogne comme étant emblématique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout le discours, sans mesurer les conséquences que ça peut avoir sur un État comme l'Espagne, qui est un État démocratique. Je comprends mal ça. Comment vous pouvez vous analyser ça ? Et pardon, est-ce qu'en complément de ce que vient de dire Béatrice, mais est-ce que la Catalogne n'est pas avec le Pays Basque, enfin la partie espagnole du Pays Basque, la seule région espagnole qui soit un peu connue en France, les autres régions... Puisque l'Andalousie est connue, je ne suis pas sûr que si on demandait à la... Je dirais de la Galice, oui, elle est peut-être moins connue. Gazpacho, essentiellement. Oui, je pense... Non. Enfin, grosso modo, je pense qu'on doit pouvoir situer la Catalogne sur une carte, mais je ne suis pas sûr que si à la sortie de la Sorbonne, qui n'est pas loin de l'endroit où nous enregistrons, on demande aux gens où est l'Andalousie, Benoît Pellistrandi. Alors moi, je pense justement que c'est parce qu'on ignore tout de l'Espagne qu'on a ces positions-là. C'est ce que j'ai dit, mais dans l'autre sens. La Catalogne et le Pays Basque sont apparemment connus, en réalité, on est dans une incompréhension complète. La tribune publiée dans Libération, à laquelle, Béatrice, vous faites allusion, est un scandale absolu. Oser écrire ce qui a été écrit sur Josu Ternera, qui vient d'être arrêté par la police française en Savoie, ces intellectuels... Je ne vais pas dire se sont discrédités, parce que pour certains, ça fait longtemps qu'ils se sont discrédités, mais il y a vraiment des contre-vérités énoncées qui sont scandaleuses. Et qui sont d'autant plus scandaleuses qu'on a 40 ans de fonctionnement démocratique en Espagne. Donc, c'est exactement comme si aujourd'hui, on remettait en cause l'état de droit français parce que, sous Vichy, l'état de droit n'a pas fonctionné comme il l'aurait dû, ou que pendant la guerre d'Algérie, il y a eu des situations exceptionnelles. Or, qui pense que l'état français d'aujourd'hui est exactement l'état français de 1940 ou de 1958 ou 1956 ou 1962 ? L'État espagnol est un État qui présente des garanties absolument remarquables en termes de démocratie et d'institutions. La meilleure preuve, c'est que justement ce procès qui est intenté aux dirigeants gouvernementaux, je rappelle, ce sont des dirigeants gouvernementaux indépendantistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui, dans l'exercice de leur fonction, se sont apparemment arrogés des pouvoirs qu'ils n'avaient pas. Donc après, la justice décidera si c'était le cas ou pas. C'est contradictoire, c'est télévisé. Donc tout ça est parfaitement transparent. Alors comme vous l'avez dit, il y a eu au départ une sympathie pour cette affaire catalane. Je crois que c'est très juste l'idée, effectivement, David contre Goliath. Et puis la Catalogne a toujours voulu se présenter comme étant l'Espagne moderne par rapport à l'Espagne conservatrice ou l'Espagne archaïque. Mais tout ça, ce sont des lieux communs qui n'existent plus. Et c'est ce que j'ai essayé effectivement de montrer dans le labyrinthe catalan. Le drame aujourd'hui de la société catalane, c'est qu'elle a été prise en otage par une dérive indépendantiste qui, d'abord, a bouleversé les équilibres politiques et, plus grave encore,
a bouleversé, je dirais, la grammaire politique. Ce qui est absolument étonnant, et on l'avait au Pays Basque dans un contexte marqué par la violence et effectivement un peu différent. Mais ce qui est étonnant, c'est que les mots n'ont plus de sens. Majorité ne veut pas nécessairement dire majorité. Les indépendantistes viennent d'obtenir à Barcelone 31,1% des voix, si on additionne la liste de Ernest Maragall et la liste de Junts pel Cat. Les anti-indépendantistes affichés obtiennent 38% des voix. Et puis ensuite, il y a le parti d'Ada Colau, qui est ambigu. Bon, mais si on regarde simplement au moins sur cette perspective, 31 contre 38, eh bien, les indépendantistes disent « nous avons la majorité » à Barcelone. Et tout est toujours comme ça. La liberté, c'est la liberté des indépendantistes de taire ceux qui ne sont pas favorables à ce projet indépendantiste. Et donc, c'est ça ce qu'il faut essayer de comprendre, et ce pourquoi, effectivement, j'ai pris beaucoup position dans la presse et dans les médias, parce que, je dirais, l'indépendance de la Catalogne peut être un projet politique parfaitement légitime, dès lors qu'il est adossé à une démarche qui respecte effectivement les fondements de la démocratie libérale et qui surtout n'oublie pas d'évoquer quelque chose qui a été systématiquement passé sous silence, ce sont les conséquences de cette indépendance. Quel sera le modèle de l'État catalan? Quel serait le modèle de la société catalane? Or, les éléments dont nous disposons aujourd'hui sont particulièrement préoccupants parce qu'en réalité, le nationalisme et l'indépendantisme catalan, dans la tournure qu'il a prise, c'est un projet largement suprémaciste, exclusif, où il y aurait une minorité peut-être majoritaire, mais qui serait considérée comme minorité et dont les droits ne seraient pas nécessairement respectés. Richard Verly. Alors, est-ce qu'on peut toujours lire l'aspiration indépendantiste catalane à l'aune de la démocratie espagnole? Moi, je me pose quand même la question. Évidemment qu'il faut avoir en tête ce qu'est l'Espagne aujourd'hui, ce qu'est l'état démocratique de l'Espagne et ce que sont les institutions espagnoles. Mais il y a quand même en Catalogne un vrai sentiment indépendantiste, une véritable aspiration. Et cette aspiration, moi je trouve un peu problématique de la mettre toujours, de la juxtaposer systématiquement à ces institutions en disant « cette aspiration indépendantiste n'est pas démocratique ». Je suis désolé, quand vous parlez à des Catalans, quand vous êtes aussi bien à Barcelone que dans la campagne autour de la ville, eh bien vous parlez à des gens qui sont légitimement tentés par l'indépendance parce qu'ils estiment que par rapport à leur situation, par rapport à l'histoire, ce serait légitime. Donc moi, c'est la première chose que je voudrais dire. On ne peut pas systématiquement faire taire une aspiration. Vous disiez qu'en fait, c'est les indépendantistes qui veulent faire taire les anti-indépendantistes. Je renverserai un peu la phrase. Il y a une aspiration indépendantiste. Prenons-la pour ce qu'elle est. Regardons-la avec le moins de passion possible, surtout quand on est à l'étranger, et essayons de comprendre pourquoi. Ce que je constate, moi, quand je vais en Catalogne, la première chose, c'est qu'il y a un vrai malaise d'une partie de la population avec ces institutions espagnoles. Que ce soit les institutions politiques, que ce soit la monarchie ou que ce soit les institutions judiciaires. Je ne me prononce pas sur le bien fondé du malaise en question, mais il est profond. Et vous entendez ces gens vous donner beaucoup d'exemples de ce qu'ils estiment être des dérives du système espagnol. Donc écoutons-les. Deuxièmement, il y a une autre partie de l'Europe où une aspiration indépendantiste s'est fait entendre dans des conditions, me semble-t-il, démocratiques, c'est l'Écosse. Il y a eu un référendum dans des conditions très différentes, je vous le concède, vous avez absolument raison de ce qui s'est passé en Catalogne, mais peut-on, là encore, dire aux Écossais, parce que vous êtes dans le Royaume-Uni, pays démocratique s'il en est et depuis plus longtemps que l'Espagne, vous n'avez pas le droit de penser que vous pourriez un jour être indépendant. Donc je ne veux pas dire ça pour mettre en cause la réelle liberté qui prévaut en Espagne. Effectivement, le procès qui a lieu, les procès vont de ce point de vue être très importants et l'exemplarité de ces procès va être décisive. Je veux simplement dire qu'il y a aujourd'hui en Europe une vraie poussée des autonomies sécessionnistes, indépendantistes, qu'il faut prendre pour ce qu'elle est. Il ne faut pas toujours les diaboliser. Je crois que c'est important de le dire et de le redire. Enfin, une autre chose. Moi, je suis frappé, et je suis journaliste, donc je ne suis pas universitaire, je n'ai pas la longueur du temps de l'analyse. Je vais souvent, vous savez, les journalistes, on est évidemment toujours dans le court terme, dans les anecdotes, et pardonnez-nous pour cela. Mais je suis quand même frappé de la qualité du personnel politique nationaliste
catalans. Pas tous, évidemment, mais un certain nombre de ces personnalités, de ces leaders politiques dont quelques-uns sont aujourd'hui détenus, sont juste brillants. Ce sont des gens qui ont su catalyser une aspiration, qui ont su représenter quelque chose. Donc là aussi, faisons attention. Il ne s'agit pas du tout, dans mon propos, de défendre l'idée de l'indépendantisme catalan. Il s'agit de dire que ces causes aujourd'hui, on le voit en Écosse aussi, sont servies par des politiciens qui sont au-dessus de la moyenne. Et c'est peut-être pour ça que pas mal d'électeurs leur font confiance. Alors, Jean-Louis Bourlange, en développement, en réaction, en oui, non, parce que contradiction je pense que Benoît pourra nous répondre à tous les deux, à vrai dire à tous les trois, parce que ça fait écho aussi à ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure. D'abord, je trouve quand même que des gens comme Badiou sont un peu gonflés de mettre en cause la démocratie espagnole. Franchement, entre les premiers ministres espagnols successifs et Pol Pot, moi, je fais un choix clair qui n'est pas le même que celui de M. Badiou. Bon, c'est clair. Et je dirais, Richard, que je suis aussi un peu sceptique. Je ne vais pas me faire une sorte de notation, un exercice docimologique sur la qualité intellectuelle des leaders catalans, mais je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec avec le couscous, parce que en réalité, il y a des dirigeants très brillants et qui sont effectivement infiniment pervers. Je crois que, en revanche, est très fort ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a une forte tendance à l'indépendantisme en Catalogne, qu'elle représente des forces éminentes, à la fois par la culture, la richesse, etc., et que ça doit être pris en compte. Et je pense que ce qui pose problème, et je le dis d'autant plus que moi je suis un défenseur acharné de l'état de droit contre les référendums d'initiative populaire, etc. Donc je suis très à l'aise, mais ce qui pose problème, Benoît, c'est simplement que n'est pas recevable aujourd'hui un discours qui dit... est recevable un discours, d'abord, qui voudrait organiser l'indépendance dans les formes et sur les bases qu'ont choisi les leaders indépendantistes catalans ces dernières années, c'est-à-dire un durcissement du clivage interne à la société catalane, ce qui est le contraire de ce qu'il faut faire quand on veut conduire un peuple à l'indépendance, et un référendum qui serait gagné à l'extrême limite de justesse, peut-être par une minorité, enfin contre une majorité, et un référendum instantané, alors qu'il est évident que l'appartenance à une nation, c'est un processus continuel. Donc ils ont vraiment tout faux. En revanche, je crois que ce qui explique la relative sympathie d'une partie de l'opinion, c'est l'idée que, en réalité, l'aspiration à l'indépendance est plus forte que le respect de la Constitution. Si les Catalans veulent sortir, l'idée spontanée, instinctive des gens, c'est qu'on doit les laisser partir. Et ça, je crois que c'est une... Kant a dit, je crois, en substance, c'est par des moyens extérieurs au droit que le droit s'impose. Pas tout à fait ça la citation, mais c'est bien ça l'esprit de la citation de Kant. Eh bien, je crois que c'est un peu ça que les gens ont à l'esprit. Autant le gouvernement espagnol, est très fort quand il dit, vous pouvez pas conduire à l'indépendance avec les méthodes de Puigdemont et Junqueras telles qu'elles ont été appliquées jusqu'à présent, mais en revanche, il est beaucoup plus faible quand il dit de toute manière la Constitution vous interdirait d'être indépendant même si vous le manifestiez massivement et durablement. C'est là où je pense qu'il y a un hiatus à combler. Alors, pour ajouter à mon tour une intervention, je terminais mon introduction tout à l'heure en vous demandant si on pouvait dire que la question catalane divise profondément la société espagnole. Je ne voudrais pas que la question catalane accapare complètement cette émission sur l'Espagne. Non, c'est bien entendu. Après que vous aurez répondu à cette... Mais je vous mets en garde quand nous approchons de la fin de la première moitié de cette émission. Donc, je mets mes camarades... C'est pour ça qu'on va couper. Voilà. Benoît Pellistrandi. Alors, beaucoup de questions, en fait, au cas de répondre. Partons du fond, et à partir de la question que Jean-Louis a posée. Le problème, je dirais, c'est presque l'héritage français de l'Espagne. La Constitution et la proclamation de la souveraineté une et indivisible. Effectivement, la Constitution de l'Espagne reconnaît la souveraineté au peuple espagnol. Il y a un peuple espagnol qui est défini par la Constitution. Existe-t-il un peuple catalan ? Juridiquement, non.
Juridiquement, non. Demain, si un citoyen de Madrid déménage à Barcelone ou à Gérone, il pourra s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il exercera son droit de vote en tant que citoyen espagnol. Donc, on a un vrai problème là-dessus. Le peuple catalan existe-t-il? Juridiquement, non. Comme le Corse. Historiquement, existe-t-il? Bien sûr, il existe une Catalogne historique. Ça, c'est tout à fait acquis. Il existe une culture catalane. Il existe une langue catalane. Donc, personne ne remet en cause cette existence-là. Et au contraire, le compromis historique démocratique a permis de reconnaître cette singularité et de donner à la Catalogne des compétences régionales absolument formidables, notamment l'éducation. Donc, quand on compare la question écossaise et la question catalane, on se trompe complètement. L'avantage du Royaume-Uni, ils n'ont pas de constitution, donc ils ont une forme d'inventivité constante, voilà. Alors, à certains moments, ce pragmatisme les aide, et à d'autres moments, on voit dans quel mur ça les enfonce. Bon, donc la difficulté, évidemment, juridique, elle est là. Alors, peut-on reconnaître l'existence de plusieurs peuples espagnols? Et peut-on donner une traduction juridique à cette formule que l'on a en Espagne, que l'Espagne est une nation de nations au pluriel? Ça, j'en doute parce que je ne vois pas personnellement les mécanismes pour arriver à cela. C'est une expression, nation de nation, oui, c'est une réalité juridique. Non, c'est une expression. C'est une expression qu'utilisent les historiens. Et justement, au moment où on a rédigé la Constitution, on a parlé de nationalité. Et il y a eu débat en disant, attention, si vous utilisez le terme de nationalité, est-ce que le terme nation va pas venir? Et sur la question catalane, ça a été l'annulation par le tribunal constitutionnel en 2010 du préambule du nouveau statut de 2006, où effectivement, la Catalogne se proclamait comme nation. Donc, juridiquement, la Catalogne ne peut pas être une nation à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, sur le personnel politique espagnol, ça, je doute beaucoup de sa qualité quand on pense que Raúl Romeva a été catalan. Oui. Raúl Romeva a été le ministre régional des Affaires étrangères qui, entre 2015 et 2017, s'est exclusivement consacré à vendre la propagande de l'indépendance. Et, après leur échec, au lieu de faire une autocritique en disant on a dû rater quelque chose, ils disent l'Europe a soutenu l'Espagne dans sa répression et nous n'avons pas été compris. Et donc, c'est absolument pas la moindre autocritique. Et je prends toujours l'exemple de Raúl Romeva parce que il prétendait que la Catalogne indépendante n'aurait pas besoin d'armée, parce que l'OTAN assurerait leur protection. Ils le disent en 2017, quand Donald Trump est déjà arrivé à la Maison-Blanche. Donc, je veux bien que la qualité des gens soit intellectuelle, mais il y a quand même des réalités qu'il faut savoir regarder. La qualité, c'est comparatif, ne l'oublions pas. C'est aussi dans la classe politique espagnole du moment. Peut-être. Et l'avantage de Rajoy, c'est que lui ne disait jamais rien sur rien. Voilà. Mais si on regarde encore cette qualité... il le pensait. Voilà. Mais si on regarde encore cette qualité, le fameux Jordi Pujol, le père de la nation, qui est passé pour vraiment un des hommes d'État et qui, effectivement, a très bien géré sa petite affaire politique, et je dis exprès sa petite affaire politique, on a découvert que c'était un système mafieux et corrompu. Or, la Catalogne, pendant longtemps, a dit « nous ne sommes pas comme les Espagnols, nous ne sommes pas corrompus, nous sommes le Danemark du Nord, nous sommes la Suède, etc. » Oui, du Sud, pas du tout. La Catalogne est aussi corrompue que le reste de l'Espagne. Et je recommande aux auditeurs l'excellent film espagnol qui s'appelle El Reino, le royaume, qui décrit la corruption espagnole et qui est très bien fait parce que on ne sait pas où ça se passe. C'est sur la côte méditerranéenne. On ne sait pas quel parti est là. Et en fait, le scénariste a pris des éléments qui sont et du Parti populaire, et du Parti socialiste, et de Convergence et Union. Il a tout mélangé et ça fait un portrait dramatique de cela. Parce qu'aussi, la décentralisation, ouvrant tellement de voies de financement, permet des fuites. Alors attention, je ne suis pas en train de plaider pour une recentralisation et que l'argent ne coule que d'un seul robinet, mais ce sont des réalités. Enfin, sur les dérives institutionnelles espagnoles, les dérives institutionnelles catalanes sont atroces. Et là, je pèse mes mots. Dans l'enseignement, on est dans une propagande. On n'est plus dans de l'histoire. On parle de couronne catalane qui n'a jamais existé. Il existe une couronne arago-catalane, mais il n'existe pas de couronne catalane. Et tout l'enseignement secondaire, qui est une compétence de la région, a été fait de manière à provoquer une histoire totalement inventée, totalement imaginée.
Et c'est pour ça que la crise catalane a lieu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 40 ans de nation building. On a vraiment construit une conscience nationale. Mais, alors là c'est l'historien qui parle, sur la base de choses fausses. Alors je sais bien que le roman national a besoin naturellement de temps en temps pour faire rentrer les choses dans le moule. C'est la fameuse formule suisse, se taire quand c'est nécessaire, exagérer quand c'est possible. Bon, et là pour la Catalogne ça a été considérable. Mais on arrive à des choses qui sont quand même intellectuellement extraordinairement graves. Christophe Colomb, aujourd'hui, selon l'Institut Nova Historia, financé par la Généralité de Catalogne, est un prince catalan. Il n'y a pas la moindre source, mais on le sort comme ça. Le Quichotte n'est pas un texte castillan, il a été rédigé en catalan, et ce sont les Castillans qui l'ont volé, l'ont traduit, ensuite on détruit le manuscrit, pour que ça passe pour un chef-d'œuvre de littérature castillane. C'est comme Popov en Russie. Ça. Absolument, voilà. Or, ce sont des choses qui sont extraordinairement graves quand justement, si c'était simplement quelques associations autofinancées, mais ce sont des responsables politiques et administratifs qui détournent de l'argent public à ces fins-là. Alors, attention, il n'est pas du tout question de tout mettre à charge là-dessus. Et vous avez raison de dire qu'il existe une aspiration en Catalogne pour l'indépendance et qui exprime un malaise social. Et là, je crois que tout ça doit être lu à la lumière des événements qui, depuis 12 ans, ont eu lieu en Espagne et qui sont des événements pas simplement catalans, qui sont des événements de cette crise économique absolument terrible, générale, et qui effectivement expliquent la désorganisation sociale, politique et institutionnelle que nous avons vécue depuis 2008. Jean-Louis Bourlanges. Oui, alors passons aux élections législatives et aux élections européennes. Moi, je voudrais vous poser deux questions. L'une sur Ciudadanos. C'est un parti qui est un parti libéral, centriste, modéré, dont on pouvait penser qui a fait une percée notamment en raison de l'usure au pouvoir du Partido Popular, et dont on pouvait penser qu'il aurait pu former une coalition avec les socialistes. Il semble que Sanchez n'y ait pas été totalement hostile au départ, même si ses militants, le jour des élections européennes, tentaient de lui faire prendre un engagement contraire. Il l'a refusé. Parce que, semble-t-il, il veut prendre la place du Partido Popular, ce qui n'a pas totalement réussi lors des élections législatives. Et je voudrais vous demander quelle est à droite les perspectives de nouvel équilibre entre ces deux formations. Et la seconde question, mais peut-être on l'abordera après, c'était le rapport de Sanchez à Macron sur le plan européen. Mais peut-être on verra ça après. Benoît Pélistrand. Alors, les élections du 28 avril ont effectivement complètement rebattu les cartes et on a vu la résurrection du Parti socialiste qui avait été laminé par la crise. En 2008, le Parti socialiste obtient encore 44% des voix et il tombe à 21% en 2016. Il a perdu entre 2008 et il a perdu 4 millions de voix entre 2008 et 2016. Donc c'était vraiment un parti qui était moribond. Le coup de génie de Sanchez, c'était cette fameuse motion de censure, d'arriver au pouvoir, d'attendre un petit peu pour se consolider et que les Espagnols le voient comme président du gouvernement. Et il obtient un résultat tout à fait favorable puisqu'il remonte à 28% des suffrages. Il est le premier groupe parlementaire. Ce résultat, il doit être lu aussi à la lumière de l'échec majeur et inattendu du Parti populaire. On savait que le Parti populaire allait perdre, mais les sondages n'avaient pas anticipé la déroute. Et le Parti populaire, qui rassemblait 45% des voix en 2011, tombe à 16,7%. Et lui, il a perdu, entre 2011 et aujourd'hui, près de 6,5 millions de voix. Sans François-Xavier Bellamy. Sans François-Xavier Bellamy, mais avec un Pablo Casado qui quand même ressemblait beaucoup à Laurent Wauquiez. Hein. Et du coup, Ciudadanos, au cours de ces élections du 28 avril, a quasiment égalé le Parti populaire. Il est à 200 000 voix du Parti populaire. Donc on a 16,7 pour le Parti populaire et 15,9 pour Ciudadanos. Et je dirais, du coup, Albert Rivera s'est dit, je peux faire une OPA sur la droite, je suis le cheval gagnant, et le Parti populaire, c'est une marque qui, de toute façon, est absolument discréditée, disqualifiée, la corruption, l'échec en Catalogne, enfin toute une série de choses. Et c'est à partir de là, du coup, qu'Albert Rivera a fait ce calcul-là. Il l'a fait d'abord pour essayer
de mobiliser l'électorat jusqu'au 26 mai, parce qu'en fait, on a eu presque 2 tours des élections, 28 avril, 26 mai, des élections régionales et municipales, qui ne se présentent pas du tout comme des élections générales, mais qui sont absolument fondamentales, parce que c'est là où vous avez le pouvoir. Si vous prenez des mairies, si vous prenez des régions, ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos du financement. Juste une chose pour les auditeurs, mais quand vous êtes ministre de la culture régionale, vous avez un budget supérieur au ministre de la culture nationale. Donc, on a vraiment des possibilités. Pas pour toutes les régions, j'imagine. Pas pour toutes les régions, mais les grandes régions, Valence, Madrid, Barcelone, ce sont vraiment des choses absolument essentielles. Et du coup, Ciudadanos s'est dit, l'électorat conservateur est absolument percuté. Si je montre que je suis vraiment une digue de résistance, ils viendront à moi. Le calcul est perdu. Le calcul est perdu. Aux élections du 26 mai, l'électorat conservateur s'est remobilisé et reparti vers le Parti populaire et a abandonné une partie de Vox et n'a pas fui massivement vers Ciudadanos. Si bien que ce parti... Il faut rappeler peut-être que Vox est un parti populiste. C'est un parti qui est né de la scission. Vox est une scission du Parti populaire. Vox est une scission du Parti populaire, et donc c'est un concurrent à droite du Parti populaire. Donc du coup, on dit extrême droite, effectivement, et on aura l'occasion d'y revenir. Et Ciudadanos, qui était un parti charnière, qui aurait dû être, en fait, qui avait une vocation à devenir l'équivalent du Parti libéral allemand dans les grandes années 70-80, choisit d'essayer de devenir le deuxième pilier dans le cadre d'un système bipartisan. Alors, il est trop tôt pour dire si c'est réussi ou non, mais effectivement, c'est incompréhensible. J'étais en Espagne le soir des élections avec des amis, et le sentiment général, c'est que la majorité naturelle qui s'imposait était une coalition entre socialistes et centristes. De plus, ça correspondait aussi aux idées que Ciudadanos avait avancées pendant la campagne. Or, Albert Rivera, sur la Catalogne, il y avait moyen d'entente, mais justement, il a durci son discours, Albert Rivera, et lorsqu'il a rencontré le roi Philippe VI pour les négociations d'investiture de Pedro Sánchez, il a dit clairement, c'est non, que le Parti socialiste gouverne avec ses alliés. Il veut faire croire que le Parti socialiste est allié avec l'extrême gauche, Podemos, alors que Sánchez a beaucoup de réticences, et avec les séparatistes. Or, c'est faux. Nous voyons, et c'est là où ça devient d'une complication extrême, parce que vous avez un système national et 17 systèmes régionaux. Or, actuellement, quel est le grand enjeu? C'est la Navarre. Incroyable, la Navarre, 600 000 habitants. Il y a une coalition possible entre socialistes et nationalistes basques. Or, Madrid a donné l'ordre aux socialistes de Navarre de ne pas faire cette coalition et de permettre à la droite, qui est majoritaire, mais simplement relativement, de gouverner la région, pour empêcher à terme la réunification de la Navarre avec le Pays basque, car une annexe de la Constitution espagnole autorise la région autonome de Navarre à organiser éventuellement un référendum de fusion avec le Pays basque. Donc, on est dans un système qui devient, c'est plus un billard à 3 bandes, il y a 17 bandes, et en plus à 3 dimensions, donc ça devient absolument impossible. Je ne veux pas compliquer les choses, mais il y a aussi les Canaries. Il y a un député canarien qui est absolument essentiel, mais il y a aussi la répartition des pouvoirs. Essentiel pour faire une majorité. Pour faire une majorité, parce qu'en général, le député canarien, c'est celui qui permet de passer de 175 à 176, et donc de bloquer votre majorité absolue. Or, il y a aujourd'hui aux Canaries une compétition entre la coalition canarienne et les socialistes. Donc on est dans du donnant-donnant ou du perdant-perdant, je ne sais plus comment voir, alors qu'il y a une majorité absolue possible si vous additionnez les 123 députés socialistes et les 57 députés centristes. Et là, Albert Rivera fait la politique du pire pour essayer de récupérer la droite. Mais pendant ce temps-là, le chômage, pendant ce temps-là, l'économie, pendant ce temps-là, le reste, parce que je suis comme mes 3 camarades, j'adore la politique et ses magnifiques calculs. Je rêverais, comme Jean-Louis Bourlange, d'être député canarien. Mais enfin, ce qui nous a frappé dans la situation espagnole, c'est quand même la situation du chômage, la situation économique. Or, nous sommes à 40 minutes du début de cette émission et nous n'en avons pas encore parlé. Donc, si l'un ou l'autre d'entre vous veut me seconder, Richard. C'est pire que le général de Gaulle. Là. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Quand j'écoute Benoît Pellistrandi nous faire le tableau politique de l'Espagne, j'ai quand même l'impression que ce pays va mal.
et qu'il va peut-être même très mal, en tout cas sur le plan institutionnel. Et donc, juste un mot, on peut comprendre que dans certaines régions, un malaise soit né et que ce malaise soit important et qu'il prenne de l'ampleur. Fin de la parenthèse. Deuxième chose sur l'état économique et social de l'Espagne. Ce qui est frappant lorsqu'on le regarde de l'extérieur, c'est, et ça je trouve ça très inquiétant aussi, c'est que les problèmes structurels de l'Espagne me semblent avoir disparu dans le débat politique. La politique, finalement, a repris un poids colossal dans l'Espagne d'aujourd'hui, alors qu'il y a des problèmes de fond qu'il faudrait traiter. Moi, j'en vois deux problèmes. Le premier, c'est que le fonctionnement entre l'État central et les régions, on en a un petit peu parlé, n'est pas bon. Il faut trouver un moyen soit de rééquilibrer, soit de réaménager, mais les régions ont souvent trop dépensé, nourrissant des canaux de financement occultes, et sans véritable retour en termes économiques, puisque ce sont des dépenses qui ne se sont avérées souvent pas tellement productives, des infrastructures dont certaines sont aujourd'hui plus ou moins abandonnées, etc. Ça, c'est le premier problème. Est-ce que ça peut perdurer, ce système, d'un côté État central, de l'autre des régions très fortes, dont la lucidité économique peut parfois être contestée? Deuxième problème que je vois, c'est la capacité de l'Espagne à réinventer son modèle économique. Et par exemple, un point, on sait que l'Espagne est extrêmement bénéficie de ce marché hispanophone à travers le monde. Elle a une capacité, je dirais, d'écoute dans le monde, voire d'exportation importante. Elle a des grandes firmes. On pense notamment aux firmes textiles, au groupe textile Inditex, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce que l'Espagne aujourd'hui a, outre ces marques-là, qu'est-ce qu'elle a à offrir sur le plan économique? Est-ce qu'on ne passe pas beaucoup de temps à discuter de problèmes de fond, alors qu'il faudrait nourrir les innovations? Où en est l'économie numérique espagnole? Voilà, toutes ces questions, j'aimerais qu'on les traite. J'ai l'impression que c'est un pays, au fond, économiquement à l'arrêt. Benoît Pelistrandi. Alors, pas du tout. C'est un pays qui a subi une crise économique majeure, ce qu'on appelle la Grande Dépression. On a perdu quand même 10% de PIB entre 2008 et 2013. Et la population commençait à émigrer. La population, effectivement, repartait, et ça a été une situation absolument catastrophique. C'est-à-dire que, pourtant, il y a eu la crise aussi en France, mais elle est incomparable avec ce qui a été vécu en Espagne et qui a vraiment cassé beaucoup de choses. À un moment, il y a eu 1 million de foyers espagnols où aucun des adultes ne travaillait. Donc on a été dans une situation absolument catastrophique. Or, ce qui est très impressionnant, c'est de voir que les chiffres du chômage du mois de mai viennent de tomber et le nombre de cotisants à la sécurité sociale, c'est-à-dire la population active cotisante, vient enfin de rattraper le niveau de février 2007. Nous sommes quasiment à 2 500 000 cotisants, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'une décennie perdue. Mais depuis le point bas de 2013, l'Espagne a fait un travail absolument majeur, énorme. La croissance est de retour. On est passé de plus de 5,5 millions de chômeurs à 3 millions. Ce sont les chiffres donc de mai 2019. Et vous avez un pays qui, effectivement, aujourd'hui a des taux de croissance qui font pâlir d'envie tout le monde. La Commission européenne a sorti l'Espagne de la procédure de déficit excessif. Ce qui est vraiment très impressionnant, c'est que la société espagnole, qui a été soumise à ces tensions absolument terribles, a résisté. Alors, avec des effets culturels, des effets politiques, des effets sociaux. Par exemple, il est vrai que les grands syndicats ont aujourd'hui perdu beaucoup de crédibilité. Les entreprises se sont beaucoup adaptées, que l'Espagne, à cause de la monnaie unique, ou grâce à la monnaie unique, je ne sais comment dire, mais a fait ce processus de dévaluation interne qui fait qu'elle est aujourd'hui redevenue compétitive. Donc il y a beaucoup d'investissements étrangers qui reviennent en Espagne. Donc je dirais, les devoirs ont été faits en termes de politique, alors qu'on a suivi le modèle Merkel, et c'est le modèle qui marche. Ce qui est intéressant justement avec l'alternance politique, c'est que Pedro Sánchez veut regarder du côté du Portugal et de ce qui a été fait. Et donc je pense qu'un nouveau cycle est en train de s'ouvrir. Est-ce qu'il va avoir la chance de pouvoir profiter encore d'une croissance mondiale vigoureuse, ou au contraire, est-ce que ça va, je dirais, entrer en contradiction avec le cycle mondial? Pour l'Espagne, il faut souhaiter que non. Mais il y a dans l'idée qu'on ne peut pas être simplement dans une adaptation permanente et qu'il faut maintenant, effectivement, partager les bénéfices de la croissance retrouvée. Par ailleurs, il est vrai que
vous avez raison d'insister sur des problèmes de fond. On pourrait y ajouter les problèmes des banques espagnoles, notamment. Il y a quand même eu de sacrés scandales. Il y a eu de sacrés scandales, mais ce ne sont pas les seuls. Je pense que les banques allemandes auraient quelques oui, hein, des petites choses. Mais c'est vrai, non, mais ce sont des questions de fond. Mais si on regarde au-delà, je dirais, du fonctionnement. Est spontanément honnête, mais il y a parfois des exceptions. Voilà. Et ça, c'est une expression suisse. Si on regarde sur la longue durée, je pense qu'il y a en revanche un élément très fort qui est très anxiogène, c'est l'avenir démographique du pays, la question des retraites. On est à 1,3 enfants par femme. Donc, le renouvellement des générations n'est absolument pas assuré. Et du coup, il y a un vieillissement accéléré de la population. Ce vieillissement accéléré fait qu'il y a une immigration qui est revenue, qui a été très forte. En 20 ans, l'Espagne est passée de 0% de population étrangère, ou quasiment, à 11%. Puis les gens sont repartis. Aujourd'hui, ils reviennent. Et ce n'est pas sans lien avec la politique, où Vox, ce parti d'extrême droite, a-t-il fait ses meilleurs résultats en Andalousie, à Almeria, 20%. Et contrairement, d'ailleurs, c'est ce que je pensais, c'est que Vox capitaliserait sur la question catalane. Non, non, il capitalise sur les questions d'immigration. Donc ce sont là des phénomènes européens. Donc ce phénomène doit absolument être traité. L'immigration, est-ce qu'elle est d'origine maghrébine ou est-ce qu'elle est d'origine sud-américaine? Sud-américaine, maghrébine et européenne. Mais là où Vox a percé, elle est maghrébine. Elle est maghrébine, bien sûr. Voilà. Elle vient du Maroc. Mais est-ce que se tarissent les flux du tout à partir du Mexique ils reviennent. ou de l'Amérique latine? Oui, ils reviennent. Ils reviennent. Est-ce que c'est plus facile? C'est sûr que l'intégration est plus facile. Cela dit, il y a quand même un racisme des Espagnols à l'égard des Sud-Américains qui est très net. Hein. La population espagnole, et pourtant, j'aime beaucoup les Espagnols, tout le monde le sait, mais il y a un racisme qui est sensible. Et puis, l'autre question majeure, c'est l'environnement. Ces questions d'environnement, il y a eu un développement notamment touristique en Andalousie qui pour l'environnement était catastrophique. Un terrain de golf, c'est la consommation d'eau d'une ville de 15 000 habitants. Et vous avez plus de 140 terrains de golf qui ont été faits pour les touristes en Andalousie entre 1990 et 2010. Donc il y a toute une série de choses. C'est vrai que, je dirais, l'Espagne d'avant la crise de 2008, il y avait un phénomène d'enrichissement spectaculaire et extrêmement rapide. La crise a remis les compteurs à zéro. Il faut inventer un nouveau modèle de développement, mais ce que je constate, c'est que les fondements de l'État-providence ont résisté et que on a quand même une société qui traite bien ses anciens ou ses vieux, qui assure un système de santé absolument performant et qui effectivement a des infrastructures formidables, absolument formidables. Alors peut-être que... Mais ça, c'est aussi un effet de la décentralisation. Les 17 régions réclament d'être à égalité, et c'est vrai que les infrastructures ont été développées de façon très égale. L'Espagne, c'est quand même 500 000 km². Il faut faire face à cela. C'est sûr que quand on a un territoire plus petit, il y a toute la problématique de cette Espagne vide, hein, où vous avez une densité de population qui est inférieure à celle que l'on trouve en Sibérie. Bon... Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces-là? Mais je dirais, et je parle sous le contrôle de la géographe, ce sont des problématiques qu'on connaît chez nous. Hein. Absolument. Complètement. On a parlé de ces jeunes Espagnols qui ont émigré au moment du plus fort de la crise, pas tellement d'ailleurs du coup en France, puisqu'il y avait un chômage élevé, mais plutôt vers l'Allemagne, plutôt vers les Pays-Bas ou ailleurs. Vers la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne aussi. Est-ce qu'on a un retour aujourd'hui important de ces jeunes qui avaient été quand même formés par l'Espagne, donc qui avaient représenté un coût, et dont effectivement ce départ était pour l'Espagne une perte sèche? Et deuxième question, vous dites au fond, cet État-providence a tenu au plus fort de la crise. Est-ce que c'est pas la famille qui a tenu au plus fort de la crise? Est-ce que c'est pas dans une solidarité familiale et une entraide familiale qu'on a pu passer la gravité de la situation? Benoît Pellistrandi. Sur l'émigration, aujourd'hui, effectivement, il y a retour. Ce qui est très sensible, c'est que c'était des jeunes très diplômés qui partaient. C'était effectivement des bac plus 5, et qui trouvaient du coup en Allemagne ou en Angleterre des emplois mieux rémunérés.
Pendant longtemps, on disait qu'en Espagne, un bac plus 5 gagnait 1000 euros. Et du coup, il y avait l'expression qui était apparue, 1000 euristas, ceux qui gagnent 1000 euros. Et au plus fort de la crise, on disait ni même 1000 euros, ni 1000 euristas. Or, aujourd'hui, les salaires sont partis à la hausse, ils reviennent. Et déjà, j'ai plusieurs exemples d'enfants de collègues qui étaient effectivement partis à Londres ou à Berlin, qui reviennent à Valence, à Alicante, à Madrid. Donc, il y a un retour. Simplement, c'est vrai que c'est une économie qui est très sensible au cycle. Hein. Donc, une récession n'est pas à exclure et on reverra sans doute ce phénomène. Quand on regarde la courbe du chômage sur les 40 ans, c'est vraiment des vagues et des flux et des reflux. Sur l'État-providence, bien sûr que la famille a joué un rôle majeur, d'où l'importance des retraités qui ont accueilli, qui bien souvent, quand les gens ont perdu leur appartement, les ont repris. Il y a aussi le phénomène que la société espagnole est moins traditionnelle dans ses comportements, donc plus de divorces, plus de séparations, plus de précarisation des familles, et c'est là que la solidarité joue. Mais si les familles ont joué absolument ce rôle d'assurance, de matelas, de sécurité, néanmoins, l'État-providence a quand même été là. Donc je crois que les deux se sont conjugués. Mais il est vrai, alors ce qui va être intéressant, je dirais à plus long terme, c'est de voir comment le changement des structures familiales affectera le comportement de la société espagnole. Il est vrai que quand vous aviez des taux de naissance hors mariage qui étaient autour de 2 à 5%, comment on va faire quand on est à 30 ou 35%, ce qui est le cas aujourd'hui? Comment va-t-on faire quand les séparations l'emportent sur les mariages qui durent? Donc, les problématiques des familles recomposées, vous me direz, la société française fait face de la même façon. Donc je pense qu'il ne faut pas idéaliser, ou plutôt rester dans le lieu commun de la famille méditerranéenne qui accueille. La société est en train de changer très profondément, elle devient sans doute plus liquide, comme on le dit, et cette adaptation se fait sans perdre ce qui est quand même une des grandes caractéristiques de l'Espagne, cet art de vivre, ce goût de vivre. Mais quand je dis ça, je ne veux pas tomber dans le cliché des bars remplis et de la fiesta, parce que ça n'a pas été ça pendant la crise, mais effectivement ce souci de ne pas laisser tomber ou la personne âgée ou le jeune qui commence dans la vie professionnelle. Il y a eu récemment des mouvements autour de la mémoire du franquisme, autour de la vallée de los Caídos, autour de la sépulture de Franco, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation de la mémorielle ? Que la mémoire est actuellement problématique, tout simplement parce qu'elle est politisée. D'un point de vue historique et historiographique, il n'y a aucune difficulté. On sait parfaitement ce qui s'est passé, on sait parfaitement faire la part des choses. Le problème, c'est qu'elle est politisée à des fins strictement politiciennes. Et là, je parle à nouveau sous le contrôle de Béatrice Gibelin, parce que je vais parler de quelqu'un qu'elle connaît bien, qui est Barbara Loyer, qui rappelle que les socialistes ont été au pouvoir pendant 40 ans en Andalousie et qu'ils ont été bien contents d'avoir, bien contents, je mets quand même des guillemets, d'avoir des morts à exhumer de façon régulière, parce qu'après 40 ans, normalement, tout aurait dû être fait. Donc il y a une instrumentalisation de la mémoire. L'histoire de l'exhumation de Franco, sortie par Pedro Sanchez le 1er juin 2018 au soir, était purement instrumentale. Et moi, je trouve dommage qu'on ait réveillé cette question-là, d'essayer d'en faire un clivage. Bien sûr que c'est un clivage, alors que ça faisait partie de l'héritage démocratique de la transition que d'avoir été capable de dépasser le conflit. Et aujourd'hui, on essaye de le réactiver. Je voudrais juste citer le message du Parti communiste espagnol en janvier 1976, donc 2 mois après l'enterrement de Franco à la vallée dos Caídos. Il dit « La pierre tombale qui s'est refermée à la vallée dos Caídos permet d'ouvrir l'avenir de l'Espagne ». Ce qu'en 1976 on avait compris, il est dommage qu'on ne le comprenne plus en 2019. Est-ce que le problème du passé ne sera pas résolu tant qu'on n'aura pas donné des paroles à l'hymne national ? Vaste question. C'est très compliqué parce que l'hymne national... Est-ce qu'on peut donner des paroles ? On a donné des paroles en 1901.
On a donné des paroles en 1941, donc c'est là on les a un peu oubliées, celles de 1941. Beaucoup le disent, beaucoup regrettent, mais alors les essais qui ont été faits sont tellement grotesques, sont tellement soit gnangnan, soit patriotico grotesques que je trouve que la mélodie suffit. Et regardez après tout. Ça pose un problème dans le match au football. Hein. Oui, mais l'hymne national français, ses paroles pourraient quand même donner lieu à quelques redéfinitions. Donc, maintenant avec Daesh, on est le style un peu hémoglobinique a repris la couleur, si je puis dire. De la couleur, oui. Non, je pense que cette question-là, ce qui est effectivement important, c'est que les Espagnols ont une forme d'autodénigrement qui est liée aux échecs de l'histoire contemporaine. L'Espagne, ne l'oublions pas, a été une puissance qui a dominé le monde. Elle est la première, je dirais, dans le monde occidental à avoir été au sommet et avoir connu la décadence. C'est sûr que c'est un chemin qui est difficile d'un point de vue culturel et intellectuel. J'avais une question sur Vox, dont le surgissement est effectivement, je pense, lié à la question de l'immigration, une présence immigrée massive sur un temps court, dans le cadre de l'Andalousie. Et je me demandais justement cette évolution de la société espagnole rapide, non seulement dans l'effondrement du taux de natalité et du taux de fécondité, mais aussi si vous voulez, dans les mariages homosexuels, dans la PMA autorisée pour les femmes seules, etc. Est-ce que dans la façon dont Vox a surgi, il n'y a pas une forme de réaction à cette évolution rapide d'une société qui, quand même, on n'a rien dit, mais a pu déstabiliser et rendre la situation difficile, créer une forme de malaise aussi? Sans le moindre doute. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est justement de voir comment Vox, c'est quelque chose de syncrétique, qui prend les questions de lutte contre les séparatismes, la question de l'immigration et ces questions sociales ou sociétales. Et c'est vrai que vous avez plusieurs femmes, jeunes femmes, ultra-catholiques, qui militent à Vox et qui disent non à l'avortement, non à la PMA, non au mariage homosexuel. Donc, il y a vraiment une synthèse des droites, là, qui se passe là-dessus. Une espèce de guerre civile sociétale Non, pas guerre civile, parce que justement, Vox, ça pèse combien ? Ça pèse 10%. Et les sondages l'avaient mis à 14 ou à 15, ça pèse 10% parce que la société espagnole, elle est profondément progressiste. Et je crois que c'est quelque chose, ça fera plaisir à Jean-Louis de rappeler cela, mais la société française aussi est profondément progressiste. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de temporalité. Benoît Pellistrandi, je vous remercie. Je rappelle que votre dernier ouvrage, c'est Le Labyrinthe catalan, qui a paru aux éditions des Clés de Brouwer. Je rappelle aussi que cette émission, comme toutes les émissions thématiques, est soutenue moralement et financièrement par la compagnie d'assurance MMA, qui non seulement nous permet de financer notre travail, mais en même temps de le faire connaître à ses agents et à ses clients. C'est Adrien Beccaria qui, pour Nouvelles Écoutes, pour l'arrière-boutique, a enregistré cette émission produite par Nouvelles Écoutes et préparée avec Charlotte Montier. Le site est maintenu en activité par Nicolas Tourneau. Benoît Carré assure la retranscription de notre conversation sous la forme d'un compendium et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission thématique.